C'est l'histoire d'un homme dont la vie commence bien avant le chaos dont on parle encore aujourd'hui. Bien avant la folie, avant la peur, avant la légende noire. Caligula n'est pas né empereur. Il n'est pas né dément. Il est né enfant dans un monde trop vaste pour lui. Nous sommes le 31 août de l'an 12. Au sud de Rome, dans la petite ville d'Antium, un garçon ouvre les yeux pour la première fois. Son nom est long, imposant, presque lourd pour un bébé qui n'a pas encore appris à respirer correctement. Gaius Julius Caesar Germanicus. Son père, Germanicus, est un héros. Pas un héros de statut, un héros vivant, aimé, acclamé, suivi par des légions entières qui prononceraient son nom comme une prière s'il le fallait. Un homme droit, charismatique, et surtout, promis à devenir empereur. Sa mère, Agrippine l'aînée, est tout aussi impressionnante, fière, déterminée, héritière directe d'Auguste. Une femme qui ne baisse jamais les yeux, même face à ceux qui gouvernent. Et cet enfant, ce tout petit être fragile, appartient déjà à une famille qui fait trembler le pouvoir. Il ne le sait pas encore, mais il vient de naître au cœur de la tempête. Lorsque Caligula a 3 ans, sa vie change brusquement. Germanicus reçoit le commandement des légions de Germanie et Agrippine, au lieu de rester à Rome, décide de faire ce qu'aucune Romaine bien née ne fait. Elle accompagne son mari sur le front avec tous leurs enfants. C'est ainsi que Caligula se retrouve dans un camp militaire. Imagine un enfant minuscule marchant entre des boucliers plus hauts que lui, des casques lourds comme son propre corps, des torches qui crépitent dans le froid du nord. Il ne comprend pas ce que signifie empire. Il ne comprend pas ce que signifie guerre. Mais il comprend une chose. Ici, tout le monde aime son père. Pour amuser les soldats, Agrippine habille le petit garçon comme eux. Une tunique, une ceinture, de petites sandales militaires. Les légionnaires éclatent de rire, attendris. Ils le prennent dans leurs bras, lui montrent leurs insignes, lui apprennent à saluer comme eux. Et très vite, ils lui donnent un surnom qui ne va plus jamais le quitter. Caligula, la petite sandale, le surnom d'un enfant qui deviendra le nom d'un empereur. L'enfance de Caligula est nomade. Il traverse l'empire comme d'autres traversent une ville. Il voit des forêts sombres, des fleuves immenses, des provinces où les gens parlent des langues étranges, des marchés orientaux où l'air sent le miel, les épices et la poussière chaude. Mais derrière cette vie qui semble presque aventureuse, quelque chose gronde, quelque chose qui suit la famille comme une ombre. La jalousie, la politique, la peur. Germanicus est trop aimé, trop populaire, trop parfait aux yeux du peuple. Et cela, dans un empire où le pouvoir repose sur un seul homme, est dangereux. En 19 après Jésus-Christ, tout bascule. Germanicus tombe malade en Syrie, une maladie violente, soudaine. Certains disent qu'il a été empoisonné, d'autres disent que c'est la malchance. Mais le général, le héros, l'homme que Rome adore, meurt à 33 ans, dans les bras de sa famille. Agrippine hurle, les soldats pleurent. Et le petit Caligula, lui, regarde. Il regarde sans comprendre vraiment, mais assez pour sentir que quelque chose s'est arraché de sa vie. Ce jour-là, l'enfant perd son père, mais il perd aussi son innocence. Le retour à Rome est glacial. Il n'y a plus d'acclamations, plus de sourires, plus de fêtes. La famille de Germanicus est désormais une menace politique, une menace potentielle pour l'empereur Tibère, un vieil homme silencieux, méfiant, qui gouverne depuis l'ombre comme on tire les fils d'une marionnette. Peu à peu, la famille de Caligula se décompose. Sa mère est exilée, ses frères sont emprisonnés. Certains meurent de faim, d'autres disparaissent sans explication. La machine politique romaine les écrase un à un. Caligula survit, pas grâce à sa force, pas grâce à sa position. Il survit parce qu'il apprend, très jeune, à ne rien montrer.
à observer, à retenir, à comprendre. Quand il regarde un sourire, il cherche ce qu'il cache. Quand il entend un compliment, il écoute ce qu'il n'est pas dit. Quand il voit quelqu'un pleurer, il se demande pourquoi et pour qui. Il n'a pas 10 ans, mais il sait déjà que dans l'Empire, on peut mourir à cause d'un simple regard mal interprété. Et ce garçon, élevé dans la lumière des légions, grandit maintenant dans l'ombre des complots. C'est là que naît le futur empereur. Pas dans la gloire, pas dans la guerre, mais dans un silence dangereux où la méfiance devient une seconde peau. Lorsque la famille de Caligula s'effondre, l'Empire cherche ce qu'il peut encore récupérer dans les ruines. Un nom, un héritier, un survivant utile. Et dans ce chaos, Tibère, l'empereur vieillissant, finit par choisir le seul enfant encore présentable, Caligula. Nous sommes en 31 après Jésus-Christ. Caligula a 19 ans lorsque des soldats viennent le chercher. On ne lui explique pas grand-chose. On lui dit simplement qu'il doit suivre l'escorte, qu'il est attendu, que l'empereur veut le voir. Il monte sur un navire qui quitte Rome et se dirige vers une petite île rocheuse cachée dans les eaux bleues sombres de la baie de Naples. Une île qui ressemble à un lieu de retraite paradisiaque, mais qui n'est qu'un décor posé sur une peur constante. Capri. Là-bas, Tibère s'est retiré depuis plusieurs années, lassé du Sénat, méfiant envers Rome, plus à l'aise entouré d'un cercle d'hommes triés sur le volet que dans les couloirs du pouvoir. Pour ceux qui connaissent l'île, Capri n'est pas un refuge, c'est une forteresse mentale, où l'on entre comme on entre dans une autre réalité. Lorsque Caligula pose le pied sur les rochers, il voit d'abord la beauté du lieu. Des falaises immenses, des grottes remplies d'échos marins, des passerelles de pierre accrochées à la montagne. Mais très vite, il remarque autre chose. La présence constante de gardes, des regards braqués sur lui, une tension flottant dans l'air comme une brume épaisse. Tibère vit dans une villa gigantesque, un palais posé au bord de la falaise, où les couloirs semblent interminables et où l'on ne croise jamais 2 fois les mêmes visages. Caligula est conduit devant lui. Le vieil empereur, maigre, le regard aigu, ne se lève pas pour l'accueillir. Il observe le jeune homme longtemps, comme s'il cherchait à lire directement dans son esprit. « Tu ressembles à ton père », dit enfin Tibère. Une phrase simple, mais dont personne ne peut deviner s'il s'agit d'un compliment ou d'une menace voilée. Caligula répond peu. Il incline la tête, garde les yeux au sol et attend qu'on l'autorise à se retirer. Tout commence ainsi, dans le silence, la prudence et la peur bien dissimulée. La vie à Capri n'a rien d'une jeunesse normale. Chaque journée ressemble à une épreuve. Il y a des soirées interminables où Tibère fait lire des rapports, où on raconte des complots, des trahisons, des exécutions ordonnées à distance. Il y a des nuits où les cris des prisonniers résonnent au loin, quand un procès secret est en cours dans une pièce voisine. Caligula apprend vite à ne pas réagir, à ne pas froncer les sourcils, à ne pas montrer d'émotion. Il devient un miroir neutre dans lequel Tibère peut se regarder sans être contredit. Chaque fois qu'il parle, Caligula choisit ses mots comme s'ils étaient des armes, courts, précis, inoffensifs. Sa survie dépend de sa capacité à paraître le plus docile possible. Tibère n'aime pas les personnalités trop lumineuses, trop directes, trop héroïques. Il a brisé la famille de Caligula précisément pour cela. Alors le jeune homme comprend. Pour vivre, il doit devenir un fantôme. Pourtant, ce n'est pas un séjour passif. Capri, pour lui, est une école. Une école tordue, dangereuse, mais incroyablement efficace. Il y apprend comment les décisions se prennent réellement, pas dans les discours officiels, mais dans les murmures nocturnes, dans les alliances invisibles, dans les regards échangés au détour d'un couloir. Il voit comment l'empereur utilise la peur comme entre une monnaie, comment il manipule les hommes, les oppose, les affame ou les récompense selon son humeur du jour. Caligula ne juge pas, il observe, il enregistre. Chaque geste devient une donnée, chaque scène un avertissement.
Il comprend que pour gouverner Rome, il faut connaître ses monstres. Et quels monstres plus instructifs que ceux qui vivent à Capri. Certaines nuits, Tibère le fait venir pour des conversations étranges, parfois philosophiques, parfois cruelles. Le vieil empereur teste son esprit, sa loyauté, sa patience. « Que penses-tu de ceux qui trahissent leur famille ?» demande un soir Tibère. Caligula sait qu'il s'agit d'un piège. Il incline légèrement la tête. « Je pense qu'ils finissent comme ils doivent finir. » Tibère sourit, un sourire fin, inquiétant. Et la nuit continue. Pendant ces années-là, Caligula change. Il ne devient pas fou, ni cruel, ni imprévisible. Il devient opaque. C'est un jeune homme qui avance sans bruit, qui parle peu, qui ne s'attache à personne. Il a vu trop de monde mourir. Il sait que l'affection est un luxe qu'il ne peut plus se permettre. Pourtant, un sentiment grandit en lui, un sentiment si fort qu'il n'a même pas besoin de mots. Une haine froide envers ceux qui ont détruit sa famille. Une rancœur lente, méthodique, qui s'enracine profondément. Lorsqu'il regarde l'horizon depuis les falaises de Capri, il ne rêve pas de liberté. Il rêve de Rome et de ce que Rome lui doit. En 37 après Jésus-Christ, Tibère meurt. Les versions diffèrent. Certains disent qu'il s'est simplement éteint. D'autres racontent que Caligula lui-même, avec un allié nommé Macro, l'aurait étouffé sous son oreiller pour accélérer sa fin. On ne saura sans doute jamais la vérité, mais ce qui est certain, c'est qu'à 24 ans, Caligula quitte Capri. Cette fois pas comme un adolescent surveillé, mais comme le nouvel empereur de Rome. Et le monde, sans le savoir, vient de saluer l'entrée en scène de l'un des règnes les plus fascinants et les plus inquiétants de toute l'histoire. Lorsque Caligula embarque pour Rome après la mort de Tibère, il n'avance plus comme le jeune homme silencieux enfermé sur Capri. Il avance avec la certitude absolue que le destin qu'on lui avait arraché lui revient enfin. L'empire entier l'attend. Depuis des années, le peuple de Rome rêve d'un nouveau règne. Tibère, avec son règne distant et ses années de retrait sur Capri, a laissé la capitale affamée d'un empereur jeune, présent, chaleureux, visible. Et Caligula, avec son nom chargé de gloire, sa jeunesse, sa lignée et surtout l'aura de Germanicus qui flotte encore autour de lui comme un drapeau, incarne tout ce que Rome espère. Son entrée dans la ville ressemble à un retour de héros. Les rues débordent de monde, on jette des fleurs, on chante son nom, on raconte des histoires sur lui. Le fils de Germanicus revient, le petit soldat devient empereur. Il est porté par une vague d'amour populaire que presque aucun empereur avant lui n'a connue. On raconte que ce jour-là, certains Romains pleuraient en le voyant, non pas de tristesse, mais de soulagement. Après des années de silence et de peur sous Tibère, Rome voit en Caligula une renaissance. Et Caligula, qui a grandi dans la suspicion, dans la perte, dans l'exil, découvre d'un coup la chaleur d'un peuple entier qui le réclame. C'est un choc puissant. Quelque chose en lui s'éveille, un sentiment presque enfantin, être aimé. Dans les premières semaines, il gouverne comme un homme qui veut réparer ce que les autres ont détruit. Il libère des prisonniers politiques, il rapatrie les exilés. Il fait enterrer sa mère et son frère avec tous les honneurs. Il distribue de l'argent, remet en place des fêtes, des jeux, des cérémonies religieuses oubliées. Rome ne l'admire plus, elle le vénère. Certains sénateurs, pourtant, l'observent avec prudence. Il est trop populaire, trop acclamé, trop aimé par les légions. Et un empereur trop aimé peut très vite devenir un empereur trop puissant. Mais Caligula ne voit que la foule, les sourires, les bras levés. Il s'y abandonne comme un homme qui n'a jamais reçu d'affection sincère. Il organise des banquets gigantesques, ouvre les portes du palais, offre des repas au peuple entier. Les jeunes femmes le regardent comme une apparition. Les hommes le saluent comme un frère. Les anciens voient en lui
la jeunesse qu'ils ont perdue. On raconte qu'il traversait parfois les rues à cheval, lentement, juste pour entendre les cris de joie. Les gens tendaient les bras vers lui, essayant de toucher sa cape, comme si un simple contact pouvait les bénir. Et Caligula souriait. Un sourire sincère, large, presque naïf. Un sourire que personne ne reverra plus jamais. Mais derrière cette effervescence, derrière les applaudissements, derrière les fêtes interminables, un autre sentiment s'installe chez lui. La sensation d'être indestructible. On ne peut pas lui résister. On ne peut pas le contredire. On ne peut plus le toucher, ni l'atteindre. Il a traversé les complots, les exils, la mort de sa famille, la peur de Capri, et il se tient maintenant au sommet du monde. Rome l'aime, les légions l'adorent, le Sénat le craint. Et lui se sent porté par un destin écrasant, enivrant, qui efface lentement les limites qu'il respectait encore. Parce que lorsqu'un homme qu'on a tenté de briser toute sa vie se retrouve soudain au centre de l'admiration d'un empire, l'équilibre se fissure. Et sous la surface, dans le silence entre deux applaudissements, quelque chose commence à bouger. Un fil, à peine visible, se tend dans son esprit. Un fil fragile. Un fil qui annonce que la lumière qui brille si fort peut rapidement devenir aveuglante. Les premiers mois du règne de Caligula ressemblent à un rêve. Rome rit, Rome danse, Rome chante son nom dans les rues. On organise des fêtes à n'en plus finir, des jeux somptueux, des banquets qui s'étendent du matin jusqu'aux lanternes du soir. Jamais un empereur n'a été accueilli avec un tel amour. On parle déjà de lui comme d'un nouvel âge d'or. On raconte qu'il guérira tout ce que Tibère a brisé. Les institutions, le cœur du peuple, la dignité de Rome. Caligula lui-même flotte. Après des années de silence et de peur, il est soudain le centre d'un monde entier qui l'admire. Et cette admiration le soulève presque, comme une vague trop haute pour un seul homme. Mais cette vague va bientôt retomber. C'est au cœur de ce triomphe que Caligula s'effondre. Un matin, alors qu'il reçoit une délégation venue d'Hispanie, il perd brusquement l'équilibre. Ses jambes tremblent, ses yeux se voilent. Le sol se rapproche. Il tombe. Un cri traverse la salle. Des sénateurs accourent, des serviteurs paniquent, et dans la confusion, on transporte l'empereur dans ses appartements privés. La fièvre grimpe en quelques heures, d'un feu soudain, incontrôlable. Il délire, parle de voix qui le poursuivent, de visages qu'il croit reconnaître dans les ombres. Les médecins s'agitent autour de lui, incapables d'expliquer sa maladie. Certains murmurent un poison. D'autres, un mal venu de Capri, un poison lent que Tibère aurait laissé dans son sang. Personne ne sait. Ce qui est certain, c'est qu'il reste au bord de la mort pendant plusieurs jours. Rome retient son souffle. Les temples se remplissent. Les prêtres sacrifient des animaux jour et nuit. Des foules entières dorment devant le palais, priant pour qu'il vive. Jamais un empereur aussi jeune n'avait suscité une telle ferveur religieuse. Au 3e jour, Caligula cesse de parler. Au 4e, il ne bouge plus. Au 5e, on le croit perdu. La rumeur parcourt Rome comme un frisson. Il va mourir. Certains sénateurs s'agitent déjà, discutent succession, mesurent leur avenir. D'autres, au contraire, se montrent soudain très pieux, parce qu'ils savent que si Caligula revient à la vie, il se souviendra des visages qui n'ont pas prié pour lui. Puis, sans prévenir, au matin du 6e jour, sa respiration change. Elle se fait plus lente, plus profonde, moins saccadée. La fièvre tombe, doucement. Pas d'un coup, mais comme si une main invisible desserrait son emprise. Quand Caligula ouvre les yeux, les médecins s'inclinent, comme devant un miracle. Les serviteurs pleurent. Un silence sacré remplit la chambre. Il n'est pas seulement vivant, il est revenu. Rome explose de joie. On organise des cérémonies partout. Les gens se rassemblent dans les rues pour remercier les dieux. On chante son nom, on embrasse des inconnus, on s'agenouille devant les temples.
Mais quelque chose, derrière ses yeux qui viennent de survivre à la mort, a changé. Dans les jours qui suivent, Caligula reste allongé, affaibli, mais conscient. Il regarde les visages autour de lui comme s'il les voyait pour la première fois. Il demande « Qui a prié ? Qui est venu ? Qui a disparu ? Qui a parlé de succession ?» Les serviteurs tremblent. Les sénateurs s'inclinent plus bas qu'avant. Des informateurs chuchotent à ses oreilles des noms, des gestes suspects, des omissions. Caligula écoute et il note. Son esprit, déjà si marqué par les pertes de son enfance, se fissure encore un peu. Quelque chose se déplace lentement en lui, comme un bloc de pierre qui glisse dans l'obscurité. Quand il se remet enfin sur pied, Rome l'accueille comme un miraculé. Mais lui ne voit plus Rome comme avant. Avant sa maladie, il voyait un peuple qui l'aimait. Désormais, il voit un peuple qui peut l'aimer le matin et le remplacer l'après-midi. Cette idée ne le quitte plus. Il a frôlé la mort et cela lui donne un sentiment étrange, presque brûlant. La conviction d'être spécial, choisi, intouchable. Les dieux l'ont ramené, il en est certain. Et un homme ramené par les dieux ne peut pas vivre comme un homme ordinaire. Il n'a pas encore sombré dans l'excès, ni dans la cruauté. Pas encore. Mais la maladie a ouvert une brèche où vont entrer, un à un, des monstres qu'il ne pourra plus repousser. Ce jour-là, Caligula ne meurt pas. Il renaît. Et ce n'est pas la même personne qui se relève du lit. Quand Caligula revient à la vie, Rome croit assister à un miracle. Lui, non. Pour le peuple, il est l'empereur sauvé par les dieux. Pour Caligula, il est l'élu que la mort elle-même n'a pas réussi à prendre. L'idée est dangereuse, mais elle s'installe vite dans son esprit. Pendant plusieurs jours, il reste enfermé, assis dans une pièce éclairée par 2 seules torches, observant les flammes comme si elles cherchaient à lui parler. Il mange peu, il dort mal. Il demande sans cesse les mêmes questions. Qui m'a soutenu ? Qui a douté ? Qui a profité de mon absence ? Les réponses qu'on lui murmure deviennent aussitôt des armes dans sa tête. Il ne pardonne plus. Il ne comprend plus la prudence. Il ne voit plus les hommes comme des hommes, mais comme des menaces possibles. Rome ne le sait pas encore, mais le Caligula qui sort de cette chambre n'est plus celui qui y est entré. Le premier choc arrive quelques semaines plus tard. Un sénateur, Lentulus, un homme influent mais connu pour sa duplicité, vient présenter ses respects. Il incline la tête devant l'empereur, trop bas, trop longtemps. Caligula le regarde d'un air qu'on ne lui connaissait pas. Il voit dans cette courbette non pas un geste de fidélité, mais un mensonge, une flatterie de plus. « Relève-toi », dit-il doucement. Lentulus obéit. Caligula ne sourit pas. Il ne détourne pas les yeux. Il le fixe, longtemps, jusqu'à ce que le silence devienne insupportable. Puis il dit « Pendant que j'étais malade, tu as parlé de succession. » La salle se fige. Le sénateur balbutie, tente de se défendre, de nier. Caligula lève la main. Pas un geste brusque, juste un ordre silencieux. 2 gardes s'avancent. On raconte que Lentulus a été exécuté le soir même. Certains disent que c'était une rumeur, d'autres que son corps a été retrouvé dans les jardins privés du palais. Rome ne saura jamais la vérité, mais tout le monde comprend une chose très simple. Désormais, l'empereur frappe le premier. Après cet épisode, les choses s'accélèrent. Caligula change sa façon de parler, de se tenir, de regarder les gens. Il ne cherche plus l'approbation. Il exige l'obéissance. Il ne cherche plus la popularité, il cherche la dévotion. Il ne cherche plus la paix. Il cherche ce qu'il n'a jamais eu, le contrôle absolu. Les banquets deviennent encore plus extravagants.
Il fait installer des tables immenses, recouvertes d'or, de nacre, de fruits venus des provinces lointaines. Il ordonne des représentations théâtrales où les acteurs doivent jouer jusqu'à l'épuisement. Il offre de l'argent à ses invités, puis se met à les humilier pour tester leur loyauté. Certains rient jaune, d'autres espèrent qu'il joue, d'autres encore prennent peur. Caligula, lui, observe. Chaque réaction est un indice. Qui le suit par peur, qui par intérêt, qui par amour, qui par simple instinct de survie. Son regard s'aiguise. Il parle moins. Et quand il parle, c'est d'un ton posé, un ton qui inquiète plus que s'il criait. Un soir, l'empereur se rend dans un amphithéâtre vide, accompagné uniquement de quelques gardes. La lune éclaire les gradins déserts, le vent fait vibrer les portes de bois. Il marche lentement, les mains dans le dos. « Tu vois cette arène ?» dit-il à un officier. « J'ai grandi en regardant mon père être acclamé. Maintenant, c'est moi qu'ils acclament. Mais ils oublient vite, ils oublient toujours. » L'officier garde le silence. Caligula continue. « Si je veux qu'ils se souviennent, il faut leur rappeler qui je suis. » Cette phrase, simple, presque douce, marque un tournant. Ce n'est plus la recherche d'amour, c'est la recherche d'un pouvoir indiscutable. Le lendemain, il ordonne des jeux si violents que certains sénateurs quittent les gradins. Caligula les regarde partir et murmure « Qu'ils partent, ils reviendront quand je l'exigerai. » La transformation ne se fait pas en un jour. C'est une pente, une glissade lente, un effacement progressif du jeune homme qui avait, un temps, cherché la lumière. Sa maladie l'a marqué. Elle a laissé une faille dans son esprit par laquelle s'insinuent des pensées nouvelles, des images, des certitudes. Une nuit, il confie à un serviteur. « J'ai vu la mort. Elle m'a regardé, puis elle m'a laissé passer. Si elle m'a laissé passer, c'est que je suis au-dessus d'elle. Et s'il n'y a rien au-dessus de la mort, alors qui peut se permettre de me juger ?» Le serviteur baisse les yeux, et dans ce silence, Caligula réalise qu'il vient de dire à voix haute ce qu'il pensait depuis longtemps. Il n'est plus seulement l'empereur. Il se voit comme quelque chose de plus large, de plus puissant, de plus dangereux. Le fil qui se tendait dans son esprit vient de se rompre. À cette époque, Caligula n'a plus confiance en personne, ni en ses proches, ni en ses officiers, ni en les sénateurs. Le palais semble rempli de regards qui murmurent, des sourires qui mentent, des gestes qui trahissent. Mais au milieu de cette jungle humaine, il reste une créature qui ne l'a jamais jugé, jamais trahi, jamais déçu. Son cheval. Incitatus, un étalon blanc, massif, puissant à la robe éclatante comme de la lumière. Caligula l'a depuis des années. Il le montait avant même de devenir empereur. Et contrairement aux hommes, Incitatus ne ment jamais. Il reconnaît son maître sans calcul, sans arrière-pensée, sans ambition. Il galope pour lui. Il souffle doucement quand il approche. Il pose sa tête contre lui comme un compagnon fidèle. Dans un monde où le pouvoir s'écroule au moindre souffle, un simple animal devient parfois le dernier refuge d'un homme qui perd pied. Un jour, Caligula décide que son cheval mérite mieux. Mieux qu'un simple box, mieux qu'un enclos poussiéreux, mieux que des soins ordinaires. Alors il fait construire une écurie de marbre. Oui, de marbre, sol brillant, colonnes sculptées, mosaïques bleues et or représentant la mer et les dieux. Des serviteurs spécialement choisis pour veiller sur l'animal jour et nuit. Incitatus reçoit des parures d'or, un collier incrusté de pierres, des couvertures tissées comme celles des empereurs et une nourriture que même certains nobles ne peuvent pas s'offrir. Des graines mélangées à de la poussière d'or, des fruits rares, du pain trempé dans des infusions de plantes précieuses. C'était extravagant, oui, insensé sans doute. Mais pour Caligula, c'était un acte de justice,
donner le monde à l'être qui n'avait jamais tenté de lui prendre le sien. Rome rit, déjà. Dans les rues, dans les tavernes, dans les marchés, on raconte que l'empereur a perdu la tête, qu'il préfère parler à un cheval qu'au sénateur. Certains y voient une comédie, d'autres une provocation. Quelques-uns y devinent quelque chose de plus sombre. Et ils n'ont pas tort. Car Caligula ne se contente pas d'honorer son cheval. Il décide de s'en servir comme d'une arme. Une arme contre ceux qu'il méprise, les sénateurs. Lors d'un repas officiel, au milieu d'une table lumineuse de plats, de vins, de vaisselle en or, Caligula prend la parole. « Vous savez, dit-il d'un ton presque léger, Incitatus ferait un bien meilleur consul que certains d'entre vous. » Un silence glacé tombe sur la salle. Des mains se figent, des respirations se coupent. Certains pensent à une plaisanterie, d'autres comprennent immédiatement. Le cheval n'est pas la folie du prince. Le cheval est un miroir tendu à tous ces hommes qui intriguent, complotent et prétendent servir Rome. En disant cela, Caligula ne célèbre pas son animal. Il humilie ses ennemis. Il leur dit « Votre fonction est si vide, si inutile, qu'un cheval pourrait la remplir aussi bien que vous, peut-être mieux. » Ce n'est pas l'animal qui les ridiculise, c'est l'empereur. Et cette humiliation est publique, délibérée, calculée. Les plus prudents sourient, forcés, secouant la tête comme si l'empereur avait beaucoup d'humour. Les autres restent immobiles, rangés derrière leur dignité fragile. Caligula les observe un par un. Il savoure leur malaise. Il cherche dans leurs yeux la moindre étincelle de colère, la moindre trace de haine. Chaque regard devient une confession muette. Et Incitatus, calme, silencieux, lui, ne prétend rien. Il ne joue pas. Il ne cherche pas de faveur. Il ne feint pas de rire. C'est peut-être pour cela que Caligula l'aime tant. Les rumeurs enflent. On dit qu'il veut faire du cheval un prêtre, un consul. Certains écrivent même qu'il voulait qu'il devienne sénateur. La vérité historique est floue. Mais ce qui est certain, c'est que Caligula s'amuse. Il joue avec les symboles. Il brise la façade sacrée des institutions comme on casse un masque trop usé. Pour lui, Incitatus n'est pas une blague, c'est un desque. Je fais ce que je veux. Vous n'y pouvez rien. Un empereur qui défie son sénat en élevant un cheval, ce n'est pas un fou. C'est un homme qui sait exactement où appuyer pour faire mal. Et derrière cette excentricité apparente se cache une vérité bien plus inquiétante. Caligula n'éprouve plus le moindre respect pour les structures du pouvoir, ni pour le Sénat, ni pour Rome, ni pour l'idée même de gouverner avec d'autres. Il est seul, au sommet, avec un cheval pour seule compagnie fidèle. Il existe dans l'histoire de Caligula un épisode que tout le monde croit connaître. Un épisode raconté dans les écoles comme une farce, dans les livres comme une preuve de folie, dans les conversations comme une blague facile. On dit que Caligula a déclaré la guerre à l'océan. Mais derrière ce récit ridicule, la vérité est tout autre et bien plus sombre. Tout commence par une obsession, les campagnes militaires. Depuis son enfance, Caligula a grandi dans les camps de Germanicus, auprès des légions qu'il adorait. Et une fois empereur, il rêve de refaire ce que son père n'a jamais pu accomplir, soumettre définitivement la Bretagne, cette île lointaine, brumeuse, rebelle. Il rassemble donc une armée immense, des dizaines de milliers d'hommes, des centaines de navires, des équipements coûteux, des machines de siège, des vivres pour plusieurs mois. Rome commence à espérer un triomphe spectaculaire. On se rappelle César. On imagine déjà Caligula gagnant de nouvelles provinces et gravant son nom aux côtés des plus grands conquérants. L'armée marche jusqu'au nord de la Gaule. Les navires sont prêts, les légions en rang, et l'Angleterre, ou ce qu'ils envoient à l'horizon, semble presque à portée de main. Mais quelque chose se brise. C'est difficile à expliquer. Certains racontent que les officiers ont refusé d'embarquer, prétextant que la mer était trop dangereuse. D'autres que les vents contraires empêchaient la traversée. D'autres encore murmurent que Caligula, au dernier moment,
s'est laissé envahir par la peur de perdre son prestige dans une bataille incertaine. Quoi qu'il en soit, l'empereur renonce. Pour un homme comme lui, habitué à imposer sa volonté, habitué à croire que les dieux lui ont donné une force au-dessus des hommes, un échec est impensable, inacceptable. Alors, il transforme l'échec en théâtre. Il ordonne aux légions de se ranger face à la mer. Une mer froide, grise, secouée par le vent du nord. Une mer qui, ce jour-là, semble défier l'armée romaine. Caligula descend de son cheval. Il avance lentement, les pieds dans le sable humide, le manteau fouetté par les bourrasques. Derrière lui, des milliers de soldats immobiles attendent un ordre qui ne vient pas. Il lève la main et d'un geste théâtral ordonne « Attaquez !» Le silence tombe comme une pierre. Les officiers échangent des regards incertains. Les soldats ne bougent pas. Personne ne comprend. Caligula répète, la voix plus haute. « Attaquez la mer! Punissez-la! Elle a refusé de nous obéir. » Cette fois, les soldats obéissent. Parce qu'on n'a pas le droit de désobéir à un empereur. Parce que Rome ne discute pas les ordres. Parce que la peur de Caligula dépasse celle de l'océan. Alors ils avancent, des milliers d'hommes armés marchant vers les vagues. Certains hurlent pour se donner du courage, d'autres frappent l'eau de leurs lances. D'autres encore plongent leurs épées dans l'écume comme s'ils combattaient un ennemi invisible. Le vent emporte leurs cris. La mer éclate contre eux, froide et indifférente. L'image est absurde, oui, mais elle est surtout terrifiante. C'est un empereur qui humilie ses légions, un empereur qui transforme un échec militaire en démonstration de pouvoir brutal. Un empereur qui ordonne l'impossible et exige qu'on lui obéisse malgré tout. Quand les soldats reviennent, trempés, épuisés, Caligula leur donne un ordre encore plus étrange. Ramassez des coquillages, ce seront les butins de la mer, les trophées de votre victoire. Les légionnaires s'exécutent, cherchant dans le sable des coquilles vides, des morceaux de corail, des débris rejetés par les vagues. Ils remplissent leurs casques, leurs poches, leurs sacs. Certains tremblent de froid, d'autres de colère contenue, mais tous obéissent. Ainsi, quand Caligula rentre à Rome, il se proclame vainqueur. Il présente les coquillages comme un trophée, une victoire symbolique contre les forces indomptables du monde. Les sénateurs, médusés, n'osent pas rire. L'armée, humiliée, se tait. Rome comprend alors que Caligula ne vit plus dans le même monde. Un monde où la logique ne guide plus ses décisions. Un monde où il cherche avant tout à montrer que son pouvoir n'a aucune limite, même si cela signifie déclarer la guerre à l'océan et revenir en triomphateur avec des coquillages pour butin. Ce chapitre se ferme ici, sur cette plage où des milliers d'hommes ont frappé les vagues pour ne pas devenir les ennemis de leur empereur. On ne sait pas, encore aujourd'hui, ce qui est le plus effrayant, la scène elle-même ou le silence avec lequel Rome l'a acceptée. Plus les mois passent, plus la frontière entre l'empereur et l'homme disparaît. Caligula vit désormais dans un monde où sa parole est une loi, où son humeur dicte les journées, où son imagination devient une réalité pour tous les autres. Ce qui aurait été une idée fugace devient un décret. Ce qui aurait dû être une plaisanterie devient une obligation punie de mort. Rome, peu à peu, se fige autour de lui. La ville continue de vivre, mais les conversations changent de ton. On ne parle plus de fêtes, on ne parle plus de miracles, on parle de caprices, de colère, de décisions incompréhensibles, et surtout, de peur. Même le Sénat, ce groupe d'hommes qui gouvernait Rome depuis des siècles, ne sait plus comment se comporter devant lui. Là où autrefois ils discutaient, désormais ils se taisent. Là où ils débattaient, désormais ils acquiescent. Il suffit qu'un sénateur plisse les yeux au mauvais moment pour que Caligula le soupçonne d'insolence. Il suffit qu'un autre hésite en parlant pour qu'il interprète cette hésitation comme un aveu de complot. Le pouvoir absolu fait naître la solitude absolue. Et Caligula, qui avait été adoré, porté par une foule entière,
se retrouve maintenant seul au milieu du palais, comme un roi enfermé dans une cage dorée. L'un de ses plus proches soutiens, Macro, l'homme qui l'a aidé à prendre le pouvoir, l'homme qui, disent certains, aurait étouffé Tibère sur son ordre, commence à perdre sa place dans l'esprit de l'empereur. Au début, Caligula lui confiait tout. Puis, petit à petit, il a vu en lui une menace, une figure trop puissante, trop consciente de son ascension. Un matin, il fait arrêter Macro, sans explication, sans procès, sans justification. Cet homme qui avait servi fidèlement est exécuté dans le silence d'une cour intérieure. Pour Caligula, ce n'est pas une perte, c'est une démonstration, une manière de dire à tous les autres « si je peux éliminer l'homme qui m'a porté au sommet, je peux éliminer n'importe qui ». Et le message est parfaitement reçu. Les gardes du palais, eux aussi, changent. Ils ne sont plus des protecteurs, mais des ombres qui observent les conversations, scrutent les gestes, retiennent les noms. Certains se montrent zélés, espérant obtenir une récompense. D'autres craignent que la moindre erreur ne soit interprétée comme une trahison. Le palais devient une prison mentale, où les murs semblent écouter, où les couloirs ont des yeux. Et Caligula, qui avait autrefois trouvé du réconfort dans le bruit des légions, dans la foule, dans le peuple, se replie sur lui-même. Il parle parfois à voix haute, au milieu d'une salle vide. Il converse avec les statues des empereurs précédents. Il s'adresse aux dieux, comme s'ils étaient physiquement présents dans la pièce. Et parfois, il rit seul, sans que personne ne comprenne ce qui le traverse. Pourtant, Rome continue de fonctionner. Les marchés s'ouvrent, les temples accueillent les fidèles, les chars roulent dans les rues. Mais sous ce calme apparent, une tension invisible enserre la ville. Des groupes se forment, certains pour l'encenser, d'autres pour réfléchir à des solutions. Des solutions qui n'existent plus tant que Caligula respire. Le Sénat, apeuré, comprend que l'équilibre de l'Empire ne peut pas tenir longtemps ainsi. Et au cœur de cette tension, un nom revient souvent. Cassius Chaerea, un officier de la garde prétorienne, un homme fier, expérimenté, fatigué des humiliations que Caligula lui inflige, fatigué de le voir ridiculiser la cohorte, donner des ordres contradictoires et jouer avec la dignité des soldats. Chaerea ne hait pas l'empereur, il hait ce qu'il est devenu. Et un homme qui n'a plus rien à perdre peut devenir dangereux, terriblement dangereux. Pendant ce temps, Caligula prépare une fête gigantesque, un spectacle censé marquer Rome pour des années. Il veut faire venir tout le monde, les sénateurs, les officiers, les prêtres, les personnalités importantes, mais aussi les plus pauvres, comme s'il voulait rassembler l'Empire une dernière fois sous sa lumière. Personne ne comprend son intention. Personne n'ose poser la moindre question. La veille de cette fête, Caligula erre dans le palais. Il observe les torches, le marbre, les couloirs qu'il connaît comme sa peau. Il croise un serviteur et lui dit « Sais-tu pourquoi les dieux m'ont choisi ?» Le serviteur baisse les yeux. Caligula sourit. « Parce que je suis le seul à n'avoir jamais baissé la tête devant eux. » Puis il s'éloigne. Ses pas résonnent dans la pierre. Ce sera l'une de ses dernières phrases. Le lendemain, le palais est en effervescence. Les invités arrivent, vêtus des plus belles étoffes. Les musiciens se préparent, les danseurs répètent, les gardes se placent. Caligula, lui, se tient au centre de la salle, dans une tenue flamboyante, joyeux, presque euphorique. Il ne voit pas les regards qui s'échangent, il ne voit pas les mains tremblantes, il ne voit pas Chaerea approcher. Dans un couloir étroit, alors qu'il se rend vers une petite scène improvisée, l'officier s'arrête juste devant lui, sans un mot. Il lève son glaive, la lame scintille un instant dans la lumière des torches, puis plonge. Les autres conjurés suivent, un coup, puis un autre encore. Caligula tombe, surpris, comme un homme qui ne pensait pas qu'il pouvait mourir. On raconte qu'il n'a pas crié, qu'il a juste fixé Chaerea avec une incompréhension totale. Comme si lui, l'enfant revenu de la mort, ne comprenait pas comment un simple humain avait pu briser l'illusion.
Quand il s'effondre, son manteau s'ouvre, révélant des pierres précieuses cousues à l'intérieur, comme s'il avait voulu briller jusqu'au dernier instant. Il meurt dans un couloir sombre, loin de la foule, loin de Rome, loin des légions qu'il avait aimées. Ainsi s'éteint Caligula, à 28 ans, trop jeune pour régner, trop brisé pour survivre, trop puissant pour être ignoré, trop dangereux pour être laissé vivant. Ce n'est pas seulement la fin d'un empereur, c'est la chute d'un homme qui a voulu briller plus que Rome elle-même.